De Caracas à Téhéran, la nouvelle année a peut-être ouvert une nouvelle ère pour certains peuples opprimés jusqu'ici. Il en va des Iraniens qui ont décidé de défier le régime des mollahs, aux Vénézuéliens qui viennent d'être libérés de la dictature Maduro, deux embryons de révolution qui devraient normalement réjouir les droits de l'homiste de tous horizons. Oncle Sam vous a gracié de la sanguinaire dictature, remercié l'aigle royal et conféré-lui le Saint-Pétrole. Difficile de mieux résumer la posture américaine sur le Venezuela et l'enlèvement de son dirigeant Nicolás Maduro. Mais on va quand même s'attarder dessus. Absence d'un futur crédible pour les Venezuela et impérialisme américain, sacré programme qui nous guette. Nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier, Nicolás Maduro reçoit la visite nocturne des militaires américains. Un jogging et un casse-yeux, voici Maduro envoyé par avion direction la prison des US. Avant de parler de la méthode, soyons conséquentialistes. À la tête du Venezuela depuis plus de 10 ans, Nicolás Maduro a imposé un régime dictatorial avec des libertés fondamentales niées, de la corruption et des élections fermées et peu transparentes. De plus, la situation économique du pays est alarmante. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Une santé catastrophique, pas aidée par un blocus américain asphyxiant, il faut l'ajouter. La fin de Maduro au Venezuela signifie donc fin de la dictature et libération du peuple vénézuélien. Je suis enfin libre. Je vais faire un tour. Je vais aller voir le monde. Encore faut-il que la destinée politique du Venezuela soit une priorité pour les États-Unis. Donald Trump ne le cache pas. Outre les formules toutes préchauffées, on fait tout ça pour le peuple vénézuélien. Trump n'accorde pas de volet démocratique au pays et n'en a bien que faire. Venezuela, premier détenteur mondial de réserves de pétrole, là on peut discuter. Salut, tu vas bien? S'arrêter sur la nature du régime du Venezuela convient d'une terrible erreur. Demain, les libertés politiques ne vont pas fuser. La répression des manifestants ne va pas s'arrêter. Les prisonniers politiques ne vont pas être libérés. On patine. Toute concentration doit porter sur le mobile de l'invasion. Pétrole et impérialisme. Là, on examine. Passons maintenant sur la méthode d'action. Enlever un dirigeant d'un pays souverain, les règles de notre monopolie terrestre, communément appelée droit international, l'interdisent. Mais comme l'impression que, comme au Uno, chacun choisit sa façon de jouer. Et chez la vieille famille des États-Unis, on ne se gêne pas à additionner les plus 2 sur les plus 4. Petit exemple historique. Guatemala, 1950. Le président Jacobo Arbenz est élu et met en place un programme de nationalisation des terres agricoles en faveur des Guatémaltèques défavorisés. Petit problème géopolitique. Ces terres appartenaient à la United Fruit, société américaine. Il n'en fallait pas plus dans un contexte chaud de guerre froide pour que la CIA renverse Jacobo Arbenz en 1954. C'est ciao ce futur couple. C'est ciao. Les États-Unis placent à la tête du Guatemala leur nouveau copain, le colonel Carlos Castillo Armas. Le brave ami Carlos va redonner les terres collectivisées à la United Fruit. Merci Carlito. Mais va surtout mettre en place une dictature pendant 36 années. 200 000 morts sous la dictature de Castillo Armas. Mais plus de vilains communistes pour perturber le profit des entreprises américaines. Business is business. Back to my old ways, so I'm come a bit different. Yeah. On aurait pu évoquer le Panama en 1989 ou l'Irak en 2003. Et la conclusion reste la même. Le sort des populations ne préoccupe pas les services américains. Leurs propres intérêts économiques et géopolitiques dominent exclusivement. On peut décider de regarder la réalité en face, de lire ou relire L'heure des prédateurs de Giuliano d'Ampoli et d'accepter le rapport de force que nous impose le retour des empires qui est à l'œuvre. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron ce week-end en acceptant enfin de rompre pour la première fois avec le « en même temps » qui l'entrave depuis le début de sa présidence et en assumant donc une position clairement tranchée. Alors, cela a ulcéré la France insoumise, cela a choqué au Quai d'Orsay, mais cela a permis à la France de retrouver un semblant de voix sur la scène internationale. Et rien que pour cela, je crois que le président a eu raison. Emmanuel Macron a fauté en s'attardant seulement sur la nature du régime politique du Venezuela. Comme au Guatemala, comme au Panama, comme en Irak, non, l'avenir du Venezuela ne s'annonce pas plus radieux après le passage en force des États-Unis. La réaction du président français traduit, au contraire, une faiblesse. Celle d'avoir abandonné l'obstination à rappeler les valeurs adjointes de la souveraineté populaire. Étonnant venant d'un responsable politique qui nie les résultats des législatives de 2024. On ne peut pas se réjouir qu'un État impérialiste et imbu de ses propres intérêts décide du sort politique, seul devoir du peuple de la nation.
Le peuple vénézuélien devrait, lui seul, mettre fin à cette mascarade. Dun, dun, dun.